Tiens bon, Léla, crie Mike de toute urgence. Ce sont les derniers mots dont elle se souvient avant le terrible accident. À l'époque, elle était une étudiante de 4e année pleine d'espoir et de rêves, qui attendait un enfant. Il y a 10 ans, une collision massive sur le pont a coûté la vie à 7 personnes, dont le futur bébé de Léla. Sa propre vie a été sauvée par des médecins dévoués qui se sont battus sans relâche pendant 5 heures. Vous avez remarquablement bien résisté, a fait remarquer un médecin âgé assis à côté du lit de Léla. Vous vivrez, mais les dommages importants que vous avez subis vous empêcheront peut-être d'avoir des enfants à l'avenir. Néanmoins, compte tenu de la gravité de l'accident, vous avez une chance inouïe. Le destin devrait vous accorder un billet de loterie spécial pour un événement aussi terrible. La date de l'accident restera à jamais gravée dans la mémoire de Léla. Les paroles du médecin, bien que difficiles à accepter au départ, se sont avérées vraies au fil des ans. Léla est devenue l'épouse d'un homme d'affaires prospère. On dit souvent que les épouses jouent un rôle essentiel dans la vie de leur mari, et ces femmes sont admirées. Cependant, peu de gens pensent aux sacrifices qu'elles font pour soutenir la réussite de leur mari. Léla a elle aussi fait l'expérience de ces sacrifices. Contre l'avis de ses professeurs, elle a abandonné l'université pour se consacrer à l'entreprise de son mari. Mike était en train de créer une petite entreprise de production de meubles. Pourquoi sacrifiez-vous votre vie et votre carrière, s'interrogent les amis de Léla, inquiets. Quel est l'intérêt de mettre tous ses œufs dans le même panier? En quoi Mike est-il meilleur que toi? Tu étais sur le point d'obtenir ton diplôme avec mention, laisse-le se débrouiller pour subvenir à tes besoins pendant que tu poursuis tes études. Léla a compris leurs préoccupations et leurs arguments et a rassuré ses amis inquiets en disant: c'est lui qui a eu l'idée de créer l'entreprise de meubles, alors je dois faire des compromis. Et s'il devenait riche et te quittait, comme la plupart des hommes qui réussissent? Ses amis ont insisté: oh, voyons. Il m'aime et ne ferait jamais ça, Léla répond en souriant, imaginant déjà le délicieux repas qu'elle préparera pour son Mike bien-aimé. Voyant que Léla n'avait pas besoin de leurs conseils, ses amis se sont lavé les mains de la situation, regardant avec anxiété Léla sacrifier sa vie pour un homme. Même les parents de Léla ne sont pas satisfaits de sa décision. Son père, en particulier, souhaitait voir sa fille indépendante et prospère. Cependant, Léla était trop heureuse et inspirée par les rêves de son mari pour prendre au sérieux les inquiétudes de ses proches. Quant à Mike, il ne prête aucune attention au regard désapprobateur des connaissances de Léla. Il est totalement immergé dans son entreprise, dont l'objectif initial est la survie et la croissance. Mais le succès est à portée de main. C'est ainsi que Mike et son ami se lancent dans la conception et la fabrication de meubles dans le garage de Mike, gagnant lentement mais sûrement des clients. Léla, toujours à ses côtés, a créé l'atmosphère parfaite pour la créativité et l'évolution de la carrière. Elle a aidé Mike à relever des défis, à établir des partenariats précieux et à se constituer une solide clientèle. Léla est devenue la force motrice de leur entreprise d'ameublement en pleine croissance, qui a rapidement rivalisé avec les principaux fabricants en quelques années seulement. Leurs clients font confiance à la qualité irréprochable de leurs produits, et leur large gamme de meubles répond à tous les goûts et à tous les budgets, satisfaisant même ceux dont les revenus sont limités. Cependant, une ombre plane sur cette vie heureuse, l'absence d'enfants. Vos examens sont normaux et il n'y a pas de problème de votre côté, a confirmé le médecin lors du rendez-vous suivant. Il semble qu'il s'agisse d'un problème psychologique. Pourquoi ne puis-je pas tomber enceinte, demande Léla, dont la frustration est évidente. Tout est dans votre tête, a répondu le médecin. Lorsque vous êtes calme et satisfaite, tout est possible, mais je suis calme et satisfaite, proteste Léla, qui se sent blessée par les paroles du médecin. Le médecin demanda calmement: êtes-vous sûre? Léla est restée silencieuse, sachant au fond d'elle-même que le médecin avait raison. Après tout, le médecin avait travaillé avec des femmes pendant des décennies et comprenait parfaitement leurs problèmes psychologiques. La mère de Léla demande anxieusement: alors, qu'a dit le médecin? Quand nous donnerez-vous des petits-enfants? Ton père est malade et qui sait combien de temps il lui reste. Il aimerait passer du temps avec ses petits-enfants avant de mourir. Maman,
ne dis pas ça, s'il te plaît, la rassure Léla. Papa ira bien, et j'aurai le temps d'accoucher. Tu auras plein d'occasions de te plaindre du comportement espiègle de mes enfants. Oh, j'aimerais juste pouvoir voir les bébés bientôt, soupire la mère. Malheureusement, le père de Léla est décédé 3 mois après cette conversation. Consumée par le chagrin, la mère de Léla n'a pas survécu longtemps, laissant Léla seule avec Mike comme seul parent restant afin d'investir dans l'entreprise de son mari et de développer leur société au fur et à mesure de l'augmentation de la clientèle. Léla a pris la décision de vendre l'appartement de ses parents. Cependant, ils ont rapidement dû faire face à un important revers financier. Je t'avais dit de ne pas acheter ces obligations. C'était trop suspect, fait remarquer Léla lorsque Mike se plaint d'avoir perdu l'argent qu'il avait investi. Même un aveugle aurait pu voir qu'il s'agissait d'une escroquerie. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ? La frustration envahit l'air alors que tous deux ressentent le poids de leur perte financière au milieu des défis. Mike s'exclame, « Es-tu la seule personne intelligente ici ?» Léla répond calmement, « Je ne suis peut-être pas la seule, mais j'ai toujours été là pour te soutenir et prendre les meilleures décisions pour notre avenir commun. La société et moi prenons les décisions d'investissement. » Je croyais que nous étions tous les deux copropriétaires, s'exclame Léla avec surprise, mais ce n'est pas la question. Nous devons maintenant réduire les coûts. Où est le reste de l'argent que vous avez retiré ? Je l'ai placé dans des crypto-monnaies. Mike me l'a recommandé, répond sa collègue. Tu es folle, s'exclame Léla en se prenant la tête. Il est risqué de faire confiance à qui que ce soit. Pourquoi ne m'as-tu pas informé ? Calme-toi, Léla, dit Mike d'un geste dédaigneux de la main, avant de repartir au travail. À partir de ce jour, leur relation commence à se tendre, ou peut-être l'avait-elle déjà été auparavant, mais Léla, absorbée par les soins et les préoccupations de son mari, ne l'avait pas remarqué. Interrompant ses pensées troublées, une voix masculine sur d'elle dit, « Léla, c'est l'avocat de ton père qui t'appelle, Monsieur Marshall. Pouvons-nous convenir d'un rendez-vous ? Il s'agit de votre héritage. » Surprise par cet appel inattendu, Léla, qui a reçu son héritage il y a 6 mois, accepte de se rendre au Chéri Café dans 1 heure. Assis à une table dans un lieu qui lui rappelait son enfance, un homme âgé, vêtu d'un costume soigné et tenant une mallette en cuir, s'approcha d'elle. « Êtes-vous Léla ?» Sans qu'il, bien que la question lui parût inutile, vous ressemblez tellement à votre père. « Avez-vous connu mon père ?» demanda Léla, intriguée. Comme le dos de ma main, sourit l'avocat. Il me faisait entièrement confiance. Je me retire, mais il y a encore une question concernant le testament de votre père dont nous devons discuter. N'ai-je pas tout reçu ? Se demande Léla. Non, puisque je suis ici maintenant, a répondu Monsieur Marshall. Votre père a géré judicieusement son argent, gagné grâce à des opérations boursières. Il avait prévu que, dans un moment d'émotion, tu pourrais tout donner à ton mari, et il n'avait pas confiance en Mike. Comme vous le savez, il a prédit que vous vous retrouveriez sans rien, sans moyen de subsistance, sans appartement parental. L'appartement a déjà été vendu, n'est-ce pas ? Oui, répond Léla, abasourdie. Elle était stupéfaite que son père ait tout planifié minutieusement et que, même après sa mort, il ait voulu aider sa fille. Voici le compte, exclusivement le vôtre. Dépense cet argent pour toi-même ou pour ta société personnelle, enregistrée à ton seul nom. J'ai été désigné par votre père pour superviser les dépenses, et soyez assurés que pas un seul centime n'ira à votre mari ou à son entreprise. Mais ce commerce de meubles appartient à notre famille, s'exclame Léla. Comment pourrais-je utiliser l'argent uniquement pour moi ? Monsieur Marshall sourit. Vous comprendrez un jour, pour autant que je sache. Oh, la société a été enregistrée sous le nom de Mike et c'était avant votre mariage, vous vous demandez peut-être pourquoi. J'avais confiance en lui, répondit obstinément Léla, mais pas ton père, dit gentiment l'avocat. Gent, voici une carte bancaire conforme au testament de votre père. Vous recevrez chaque mois une certaine somme d'argent sur cette carte. Il s'agit des intérêts accumulés sur le dépôt, afin que vous ne dépendiez pas de votre conjoint, et voici le montant du compte principal, explique l'avocat,
qui inscrit une somme avec de nombreux zéros. Lorsque Léa voit la somme d'argent que son père lui a laissée, elle est déconcertée. Comment a-t-il pu gagner autant d'argent? C'est impossible. Maman et lui menaient une vie ordinaire, s'exclame-t-elle en s'éclaboussant les mains de frustration. De qui crois-tu tenir ton talent pour les finances? En plus, il avait un ami loyal et pratique, comme moi, sourit Monsieur Marshall. Merci, dit Léla en serrant le vieil homme dans ses bras comme un père. Les larmes lui montent aux yeux et elle s'écrie, il me manque tellement, ainsi que maman. Moi aussi, ma fille, moi aussi, a répondu l'avocat en faisant ses adieux et en rentrant chez lui. Léla est rentrée chez elle comme si elle avait des ailes. Elle voulait partager la nouvelle de sa nouvelle richesse avec son mari. Mais, à sa grande surprise, il ne semble pas enthousiaste. Ton argent ne me concerne pas, lui répond sèchement son mari, cet avocat et ton père me considéraient comme une moins que rien. Il ne m'a montré aucun respect. Il s'est assis sur l'argent pendant que toi et moi nous nous débattions comme une mouche dans une fenêtre fermée. Bonne idée, père, ne parle pas de mon père comme ça, le rassure Léla. Mes parents nous ont beaucoup aidés. J'ai tout donné pour ton rêve, et nous l'avons réalisé. Maintenant, tu as ta propre entreprise. De quoi d'autre peux-tu rêver, qui t'a demandé de te donner à fond pour notre entreprise? Mike rétorque soudain, ce qui fait monter le ressentiment dans les yeux de Léla. J'ai un rêve, un fils et une fille, que tu ne peux pas me donner. La dernière phrase frappa profondément Léla, comme si un couteau chauffé au rouge lui avait transpercé le cœur. Elle ne s'attendait pas à une telle cruauté de la part de son mari, mais tu sais que je ne peux pas avoir d'enfant à cause de cet accident. Et tu y es pour quelque chose aussi. Tu ne te souviens pas? C'est un miracle que tu t'en sois sorti. Ils ont accusé le chauffeur du camion, ce qui est fait, répondit Mike en se préparant à partir. Où vas-tu? C'est le soir, demande Léla. Je vais au bureau, j'ai trop de travail à faire parce que je n'ai pas de père riche qui pourrait me donner de l'argent, répondit sèchement Mike en claquant la porte derrière lui. Apparemment, il ne pouvait pas pardonner à sa femme de ne pas être en mesure de lui fournir un coussin financier, alors que la soirée se prolonge. Mike n'est toujours pas rentré à la maison, ce qui sème la panique dans l'âme de la femme. Cependant, les inquiétudes de Léla s'estompent lorsqu'elle entend la clé tourner dans la serrure et que Mike entre dans le couloir. Il était visiblement éméché, ce qu'il ne s'était jamais permis de faire un soir de semaine auparavant. Anxieuse, Léla lui demanda où il était resté si longtemps, mais Mike se contenta de rire comme un ivrogne et s'endormit sur le canapé, sans même prendre la peine d'enlever ses chaussures. Léla attribue le comportement de Mike au fait qu'il est bouleversé par l'héritage de son père et qu'il n'a pas confiance en lui depuis le début. Elle pardonne donc cette farce, déshabille Mike endormi et le met au lit. Cependant, ce faisant, elle perçoit une subtile odeur de parfum féminin. N'y voyant pas l'odeur de l'alcool, elle n'y prêta pas attention. Mike, mon amour, dit-elle en lui caressant la tête, Courtney, ma fille ensoleillée. Mike marmonnait de façon incohérente dans son sommeil, en mentionnant le nom de Courtney. Léla se figea de surprise, réalisant qu'il délirait sur le fait d'avoir des enfants, et qu'elle ne pouvait pas lui en donner. Mike avait déjà appelé sa fille Courtney dans ses rêves, tandis que Léla pleurait amèrement, essayant d'étouffer ses sanglots pour ne pas réveiller son mari ivre. Le lendemain matin, Mike est de bonne humeur, tandis que Léla n'arrive pas à se débarrasser de son malaise. Pourquoi agis-tu si bizarrement? Demande Mike avec nonchalance tandis que sa femme prépare le petit déjeuner. Tu as l'air d'avoir passé toute la nuit dans un bar sportif, à encourager ton équipe préférée. Si seulement, répondit Léla en s'endormant, quelqu'un était rentré ivre du travail hier soir. Tu ne serais pas au courant de ça, n'est-ce pas? Mike s'offusque et rétorque. Pourquoi ne puis-je pas prendre un verre avec un vieil ami? Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Léla s'enquiert de cet ami. Ce qui fait exploser Mike de colère et fait frémir Léla d'effroi. Il est parti en claquant la porte, la laissant désemparée au milieu de la cuisine. Dans l'après-midi, Léla décide de se rendre au magasin, situé non loin du bureau de son mari.
Elle voulait lui faire plaisir en lui offrant un somptueux dîner et en corrigeant les imperfections qui apparaissaient de plus en plus fréquemment dans leur relation. En entrant dans le magasin, elle croise Carol, la secrétaire de Mike qui travaille dans leur entreprise depuis le début. « Léla, c'est bon de te voir », s'exclame Carol en se précipitant à sa rencontre. Léla l'invitait à venir les voir, mais Carol hésite, disant qu'elle ne pense pas que Mike serait heureux de la voir. « Vous vous promenez en pleine journée de travail ?» Léla lui demande en plaisantant, « Tu es allé chercher du pain d'épices et du café ?»« Non, j'ai quitté mon travail il y a quelques mois », répond Carol. Léla reste là, surprise. Le salaire n'était-il pas satisfaisant ? Nous aurions pu négocier une augmentation. Carol hésite un instant avant de répondre évasivement, disons qu'il y a une raison morale derrière tout ça, la curiosité l'emporte sur Léla. Et qui est à votre place maintenant, demande-t-elle. Carol rougit et répond, oh, il y a une nouvelle secrétaire qui s'appelle Courtney. En fait, j'ai trouvé un autre emploi et je dois encore m'y habituer. Léla saisit l'occasion pour poser une autre question. Au fait, vous avez fait une fête de famille hier ? J'ai vu Mike acheter un magnifique bouquet de fleurs et un énorme ours en peluche. Non, il était au travail tard hier soir et il est rentré ivre à la maison, répond Léla. Carol demande doucement, tu es sûre ? Léla prit congé et poursuivit son chemin, mais cette étrange conversation l'avait troublée. Le dîner était prêt, mais elle ne retrouvait pas la même joie que le matin. Des pensées incertaines la hantent et elle n'ose pas demander directement où son mari a passé la nuit précédente et avec qui. Et si ses soupçons étaient infondés et que Carol cherchait simplement à se venger de Mike pour son licenciement, le dîner est sur la table, mais Mike n'est toujours pas arrivé. Il se présente sur le pas de la porte 2 heures plus tard. Léla se force à sourire, cachant son inquiétude. « Longue journée de travail ?» demanda-t-elle avec sympathie, en aidant son mari à enlever sa veste. Elle sent une odeur familière, celle d'un parfum français coûteux, indéniablement celui d'une femme. Après avoir inspecté sa chemise à la recherche de traces de rouge à lèvres et n'en ayant trouvé aucune, Léla se calma, pensant qu'elle se faisait trop d'illusions. « Oui, il y a beaucoup de travail », répondit Mike, « je discutais de la stratégie de développement de l'entreprise pour l'année prochaine. Je suis épuisée, je vais manger un morceau et aller me coucher. » Déçue, Léla ne peut retenir sa frustration. « Mais je me suis préparée toute la journée. Cela fait 3 heures que je cuisine, » dit-elle, « on ne peut pas passer du temps ensemble, comme avant ? Souvenez-vous, on s'asseyait, on parlait, on riait et on se remémorait des souvenirs, » suggéra Léla. Mike lui coupe brusquement la parole, « Je n'ai pas envie de rire maintenant, Léla. Nous devons augmenter la production et cela nécessite de l'argent. Je te l'ai dit, je suis fatiguée. Tu ne m'entends pas, c'est vrai ce qu'on dit, les femmes deviennent ennuyeuses quand elles deviennent femmes au foyer. » Léla, déconcertée par l'impolitesse de son mari, décida de ne pas envenimer la situation. Le reste de la soirée se déroule en silence, le tic-tac de l'horloge semblant mesurer le temps qui nous sépare de la fin du dîner familial. Léla espère des lendemains meilleurs. De temps en temps, elle se rend dans la cuisine pour essuyer ses larmes. Lorsque Mike se lève de son siège, il la remercie pour le dîner et quitte la salle à manger sans le baiser habituel, ce qui éveille des soupçons dans l'âme de Léla. Des questions se posent. Pourquoi Carol a-t-elle cessé ses visites ? Pourquoi son père se méfiait-il de Mike, ce qui a conduit au licenciement de Carol ? Ces questions tourbillonnent dans l'esprit de Léla, sans réponse. Déterminée à découvrir la vérité, elle tombe malade quelques jours plus tard, en proie à des faiblesses et à des poux rares, et se retrouve finalement sur un lit d'hôpital. Le jeune médecin, perplexe, informe Léla que ses examens sont normaux, mais que son état est inquiétant, ressemblant aux symptômes d'un empoisonnement toxique et d'une crise cardiaque. Léla, craignant le pire, demande à voix basse si elle va survivre. Assurée de sa survie, le médecin s'est empressé d'en trouver la cause. Léla a raconté un repas modeste composé d'un rôti et de vin rouge, laissant le médecin perplexe. Une IRM n'a révélé aucune anomalie, laissant l'équipe médicale perplexe. Léla, bien qu'en voie de guérison, est bouleversée par l'absence de soutien de son mari, Mike, pendant les 5 jours d'examen. Se sentant offensée,
elle décide de confirmer les soupçons de son père à l'égard de Mike. De retour chez elle, elle ressent un vide et découvre un réfrigérateur vide avec des bouteilles de champagne jetées, ce qui l'amène à s'interroger sur la joie de vivre de Mike pendant son séjour à l'hôpital. S'adressant à la photo de Mike sur le manteau de la cheminée, Leila le confronte à sa négligence. Déterminée, elle décide qu'il est temps de le dénoncer. Forte de ses compétences technologiques, elle installe discrètement une caméra cachée en face de la commode ancienne, cadeau de son père. Elle place un document important dans un dossier qu'elle cache dans le tiroir du haut, prête à dévoiler la vérité sur son mari. Leila contemple la petite clé d'argent qu'elle tient dans sa main. Elle exprima sa gratitude à son père pour ce cadeau attentionné, sachant qu'il pourrait l'aider dans la situation difficile dans laquelle elle se trouvait. Il ne lui restait plus qu'à attendre que le temps passe plus vite, en espérant que Dieu lui donnerait la force d'endurer. Leila a décidé de préparer un dîner pour deux dans les limites de sa santé. Pendant que le coursier livrait les courses, elle se rendit dans la chambre à coucher pour choisir une tenue qui la mettrait en valeur. Elle a appliqué sa crème préférée au parfum agréable sur son visage et son cou, savourant ce moment. Cependant, elle se heurte à un problème lorsqu'elle se rend compte que ses robes lui pendent comme des cintres. Elle avait perdu beaucoup de poids. En se regardant dans le miroir, elle vit les signes du vieillissement se refléter dans ses joues creuses, ses yeux noirs et ses cheveux clairsemés. Leila ne se sentait pas bien non plus, elle avait constamment soif même après avoir bu toute l'eau de la carafe de la cuisine. Bien que les provisions soient arrivées rapidement, la préparation du dîner s'est avérée difficile. Leila a dû faire de fréquentes pauses, car ses mains tremblaient de faiblesse et elle aspirait à se reposer. La situation s'est aggravée lorsqu'elle n'a pas trouvé les belles boucles d'oreilles en perles qu'elle voulait porter. À ce moment-là, Mike entra dans la cuisine, faisant claquer la porte d'entrée. Leila émergea du couloir et répondit qu'elle était bien à la maison. Elle l'invitait à se joindre à elle pour le dîner, en lui demandant de se laver les mains. Inquiet, Mike observe son apparence et lui demande comment elle se sent. Leila répond par un tiède soso. Elle s'enquiert alors de la disparition de ses boucles d'oreilles en perles, mais Mike lui répond simplement qu'il ne les a pas vues au cours du dîner. Leila révèle à son mari que quelque chose d'étrange lui est arrivé ces derniers temps. Elle se dit incertaine du temps qu'il lui reste à vivre. Mike l'écoute attentivement, le regard fixé sur elle. Leila lui révèle qu'elle a fait un testament, mais qu'elle a posé une condition, le testament ne sera ouvert qu'après son décès. Elle lui tend la clé et demande sa promesse. Mike s'empresse de répondre qu'il honorera sa demande, mais un soupçon d'hésitation persiste dans ses paroles. Il ajoute qu'il espère ne pas en arriver là, le piège est tendu. Leila a ouvert la porte aux soupçons. Si Mike découvrait le testament avant l'heure, cela révélerait ses véritables intentions et confirmerait qu'il n'attendait d'elle que de l'argent. Anxieuse, elle guette le moindre signe indiquant qu'il s'approcherait de la commode. À l'insu de Mike, elle avait installé une application spéciale sur son téléphone pour surveiller ses faits et gestes. 3 jours passent, mais Mike ne s'approche pas de la commode. Leila commence à se sentir soulagée. Ils reprirent leur routine, continuant à vivre ensemble dans l'incertitude. Les compagnons de Leila se serrent les uns contre les autres, ce qui lui procure un sentiment de calme. Malheureusement, sa mystérieuse maladie réapparaît et son état de santé se dégrade rapidement. Elle a été rapidement ramenée à l'hôpital en ambulance. Lorsque Leila a repris conscience, elle s'est retrouvée face au docteur Lito et à un homme inconnu en pleine discussion. Allons, Travis. C'est n'importe quoi, s'exclame le docteur Lito, visiblement frustré. Vous êtes médecin et j'ai déjà rencontré des patients comme elle, ce n'est pas bon. Chuchota Travis avec insistance. Si nous ne les aidons pas à temps. Pourquoi ne pas demander l'aide d'un herboriste compétent, comme Mamie? Ou peut-être devrions-nous essayer une sorte de rituel chamanique. De cette façon, nous pourrons peut-être acquérir un nouvel appareil à ultrasons. Le docteur Litko tape de la main sur la table, exprimant son désaccord avec véhémence. Nous sommes dans un hôpital, pas dans un village forestier. N'impliquons pas notre grand-mère, elle est âgée et souffre d'hypertension. Leila, qui a entendu cette conversation, chuchote doucement au docteur Litko. De quoi parlez-vous?
Des chamans, le docteur Litko se penche et prend le pouls de Leila, soulagé de constater qu'elle est réveillée. Oh, vous êtes réveillée. C'est une bonne chose. Ne faites pas attention à mon frère, il ne fait que plaisanter. Reposez-vous pour l'instant, je reviendrai vous voir plus tard. Leila resta seule dans la chambre, appréciant le fait que cette fois-ci, Mike avait choisi le meilleur service pour elle. On aurait dit qu'il voulait se faire pardonner de l'avoir laissée seule lors des interventions précédentes. Assise là, elle récupéra son téléphone et commença à observer l'espace où se trouvait la commode. Elle craignait de manquer le moment où Mike ouvrirait le tiroir, mais plus le temps passait, plus elle commençait à douter de ses soupçons. Cependant, sa patience fut récompensée. Leila observa attentivement Mike s'approcher de la commode et sortir une clé de sa veste. Soudain, son visage s'illumina, comme s'il avait vu quelque chose de beau. Une jeune femme, portant les boucles d'oreilles en perles de Leila, s'approcha de lui. Désemparée, Leila s'exclame « Comment as-tu pu ?» Mike n'entendit pas son cri, mais elle perçut clairement leur conversation. « Courtney, j'espère que nous aurons de bonnes nouvelles, » dit Mike doucement, ce qui fait mal au cœur de Leila. « Ouvre-le maintenant, chérie, » demanda Courtney. « Je devais le faire après la mort de ma femme, mais pour toi, je suis prête à tout. » Un sourire malicieux se dessine sur le visage de Mike, qui ouvre habilement le dossier contenant le testament. Mais à sa grande surprise, c'est une feuille complètement vierge qui se trouve devant lui. Confus, il marmonne. « Je ne comprends pas cet humour stupide, Mike !» Leila cria et jeta rageusement la feuille sur le sol. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Où est le testament ? Qu'est-ce que cela signifie ? » demande-t-elle. « On dirait que tu t'es fait l'avoir, » grommela Courtney. « Comment as-tu pu la laisser faire ? Tu as dit que tu avais tout compris, je savais qu'elle me soupçonnerait et qu'elle ouvrirait le testament à l'avance, » conclut Mike. « Je ne peux plus la supporter. J'en ai marre d'elle. » « Calme-toi, » dit Courtney en essayant de l'apaiser. « Tu me fais peur, et ce n'est bon pour aucun de nous deux de s'inquiéter. » Soudain, une douleur aiguë traversa tout le corps de Leila, lui faisant perdre connaissance. « Vous nous avez fait peur, » dit l'infirmier en posant une perfusion. « C'est bien que vous soyez réveillés. Je vais chercher Monsieur Marshall. » Leila a répondu faiblement, « Mon avocat, le téléphone. » Elle n'avait même pas la force de tenir le combiné. « D'accord, je vais le faire, » dit l'homme, avant d'aller chercher rapidement Monsieur Marshall. Leila lui explique tout, sans rien cacher. Il s'inquiète de son état. « Leila, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il avec une pointe de reproche. « Tu es au bord du gouffre. Tu as des problèmes personnels, et en plus, tu es gravement malade. » « Je ne voulais accabler personne, » répond Leila à voix basse, les forces lui manquant. « Cher Monsieur Marshall, je vous demande de m'aider, » poursuit-elle. « S'il vous plaît, faites un testament à mon nom, en léguant tout l'argent que j'ai reçu à la mort de mon père au fonds pour l'enfance. Ils le distribueront équitablement. Je n'ai jamais eu d'enfant, alors au moins je peux aider les enfants des autres. Je ferai tout ce que vous voudrez, » répond Monsieur Marshall, les lèvres tremblantes. « Êtes-vous sûr de ne rien laisser à votre conjoint ? » « Je le ferai, » a affirmé Leila. « Je lui lègue ma vieille commode. » Monsieur Marshall ne peut s'empêcher de rire. Même dans une situation aussi désastreuse. Tu sais toujours comment faire une blague. C'est pour cela que ton père t'adorait. Et je comprends pourquoi. Après le départ de l'avocat, Leila réfléchit un instant. Elle s'était toujours préoccupée du bien-être de son mari, mais qu'avait-elle reçu en retour ? Pas de famille, pas d'enfants et pas de foi en l'avenir, c'est tout ce qui reste de leur mariage. Même dans ses rêves, Mike parlait de Courtney. Naïvement, Leila avait d'abord cru qu'il rêvait d'avoir une fille. Aujourd'hui, elle n'a devant elle qu'une maladie inexpliquée et un sentiment de vide. Des larmes de ressentiment coulent sur son visage alors qu'elle réfléchit à une vie consacrée uniquement à un seul homme. Elle n'avait pas vu les maladies et les décès de ses parents parce qu'elle était accaparée par les affaires de Mike et qu'elle s'occupait de lui quand ils en avaient besoin. Elle n'avait pas été là pour eux, et maintenant elle se retrouvait complètement seule. La prise de conscience de sa propre solitude a écrasé Leila.
Même en, la situation s'est aggravée pour Léla, qui s'est découragée et s'est trouvée incapable de sortir du lit à la fin de chaque journée. Travis, l'infirmier, remarque sa détresse et s'assoit à côté d'elle, un plateau à la main, essayant de lui remonter le moral. Il lui dit « Et, pourquoi vous sentez-vous si déprimé, Travis ?» Léla a répondu calmement « Je ne veux pas, Travis. Laisse-moi m'abandonner paisiblement à la mort. » Travis s'exclame « Pas question. Il faut que tu manges quelque chose. » Voyant l'expression surprise et confuse de Léla, il se corrige rapidement en disant « Je veux dire, prends du bouillon de poulet. » Travis tente de secouer la tasse de bouillon de manière artistique, mais sa maladresse l'a fait se renverser sur le sol. Étonnamment, cette mésaventure provoqua un rire silencieux chez Léla, comme si sa force récemment énergique s'était évaporée en même temps que la soupe renversée. Saisissant l'occasion, Travis réussit à verser quelques cuillerées de bouillon chaud à Léla, ce qui la soulagea immédiatement. Elle sourit et le remercia pour son geste. Travis répondit « De rien, Léla, c'est mon devoir et ma passion d'aider les gens. Mais cela fait un moment que je t'observe attentivement. Que se passe-t-il? Comment en es-tu arrivé là ?» Léla, le visage baigné de larmes, répond doucement « Je n'ai nulle part où aller. » Sentant son désespoir, Travis chuchote « Tu dois t'échapper d'ici. Ils ne pourront pas te soigner. J'ai une solution, même si elle va à l'encontre des souhaits de mon frère. Laisse-moi t'emmener chez ma grand-mère, qui est une guérisseuse et une herboriste chevronnée. Elle faisait des merveilles dans la fleur de l'âge, et je pense qu'elle peut t'aider. » Léla s'interrogea sur ses intentions et lui demanda pourquoi il voulait l'aider. Travis haussa les épaules et admit « Pour être honnête, je ne sais pas vraiment moi-même. Il y a quelque chose en vous qui a attiré mon attention. » Léla a accepté d'essayer cette alternative, réalisant qu'elle n'avait rien à perdre. Plus tard dans la nuit, à l'heure convenue, Travis arrive avec des vêtements pour Léla. Elle les enfila, en raison de sa fragilité, il la porta sans effort hors de l'hôpital, sans attirer l'attention. Ils ont pris un taxi pour se rendre à la maison de grand-mère Evelyn, située dans un village non loin de la ville. La maison est ornée de lierre et les herbes aromatiques y poussent en abondance. Evelyn, assise sur un banc, aperçut son petit-fils portant Léla et vint l'aider. Ils firent entrer Léla dans la maison et la déposèrent délicatement sur un lit haut et confortable, orné de plumes douces. Evelyn présenta à Léla une préparation médicinale à consommer, accompagnée de prières et d'enchantements. En la buvant, Léla sentit un sommeil apaisant et relaxant l'étreindre. Elle entendit la voix réconfortante d'Evelyn dans son sommeil et murmura sa gratitude à la vieille dame. Léla dormit presque toute une journée et fut réveillée par l'odeur alléchante de pâtisserie et de nourriture fraîchement préparée. Elle ressentit soudain une faim intense qui lui parut inhabituelle. Peu à peu, elle sentit ses forces revenir. « Bonjour », salua Léla. « Qu'est-ce que tu m'as donné à boire ?» C'est une décoction d'ortie cueillie à la pleine lune, infusée de prières au sein, explique Evelyn. Pour faire simple, cela a permis de bannir la malveillance qui t'avait affecté, et il y en avait une quantité importante en toi. J'ai dû vous changer 3 fois de vêtements. Léla s'examina et remarqua qu'elle portait une longue chemise de lin, brodée avec amour par les mains attentionnées de quelqu'un. « Merci, » dit-elle doucement. « Pas besoin de me remercier, » répondit Evelyn. « Vous devriez plutôt témoigner votre gratitude à mon petit-fils. Sans lui, vous auriez péri en vain. Ils t'ont nourri, ma chère, avec une substance vénéneuse provenant de crapauds jaunes. On en trouve dans nos marais. Aucune analyse n'aurait permis de déceler la cause de l'empoisonnement, et cette toxine prive l'homme de ses forces et de sa vitalité, s'exclame l'herboriste. Léla est perplexe. Mais qui pourrait me faire ça? Je n'ai jamais fait de mal à personne, il n'est pas toujours nécessaire de faire du mal aux autres. Parfois, il suffit de vivre une bonne vie, soupire Evelyn. C'est pourquoi les gens peuvent devenir furieux ou envieux, et quelqu'un de proche t'a empoisonné. Il a contaminé votre crème pour le visage. Votre visage et votre cou ont été les plus touchés, présentant un état jaunâtre et transpirant. Cependant, il y a encore un résidu en vous. Oh, Evelyn, aide-moi, s'il te plaît, supplie Léla.
Je te donnerai autant d'argent que tu veux, je n'ai pas besoin de votre argent. Je fais cela pour mon petit-fils, répond Evelyn en souriant. Il a dû se prendre d'affection pour vous. Et c'est un homme bon. Le soir venu, Léla reprend peu à peu des forces. Elle réussit à quitter son lit et à se déplacer après qu'Evelyn eut effectué un rituel de purification pendant son bain. Léla commence à se sentir encore mieux qu'avant, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Lorsque Travis est rentré du travail, il a été étonné de trouver Léla et sa grand-mère en train de cuisiner des boulettes ensemble. Il s'exclame « Waouh! Grand-mère, tu t'es surpassée. » Léla, regarde, oh là là, je me sens terriblement mal. Comment est-ce possible? Grand-mère tente de détendre l'atmosphère en plaisantant sur le fait qu'il s'agit d'un travail professionnel, mais sérieusement, petit-fils, comment as-tu fait pour amener Léla ici à l'heure? Au fait, comment va ton frère, est-il en colère? Travis sourit et dit, il va bien. Il m'a laissé sans bonus, prétendant que c'était pour s'autogérer. Nous devrions probablement le confronter à la réalité pour qu'il se débarrasse de son orgueil, gromme la grand-mère. Les 3 jours suivants s'écoulèrent paisiblement et calmement pour Léla. Elle ne s'est jamais sentie aussi bien, elle était heureuse d'être au village, de respirer l'air pur, de savourer des plats délicieux, de se sentir en contact avec la nature et d'apprécier la simplicité et la chaleur des gens. Elle a décidé de rester, à la grande joie d'Evelyn et de Travis. La guérisseuse cherchait depuis longtemps un successeur et Travis avait développé de forts sentiments pour la belle Léla au grand cœur. Cependant, cette période idyllique a été interrompue lorsque Mike, l'ancienne vie de Léla, a débarqué à l'improviste. Il ne s'attendait manifestement pas à voir Léla en si bonne santé, et il parut désagréablement surpris. Eh bien, bonjour, dit-il d'un ton sarcastique. Alors, c'est ici que tu te cachais. L'hôpital m'a dit que tu t'étais enfui. Comment avez-vous pu faire cela? Tu aurais pu mourir sans traitement. Bonjour, répond calmement Léla. Et qui? Je me le demande, est responsable de ma maladie? Le savez-vous? Partir n'importe où est mon droit, mais empoisonner quelqu'un est un crime grave. Le visage de Mike pâlit. Quel poison, je n'y connais rien, s'écrie-t-il, et vous ne savez rien non plus sur votre maîtresse, Courtney, n'est-ce pas? Demande Léla, qui ne se soucie plus de l'infidélité de son mari. Elle avait compris qu'elle ne l'aimait plus. Je n'ai pas de maîtresse, s'écria Mike, dont le visage devint rouge. Mais les images de la caméra disent le contraire, dit Léla en souriant. Au fait, j'ai demandé le divorce. Mon avocat me contactera. Je suis ravie de l'apprendre, cela fait longtemps que je veux divorcer, hurle Mike. J'en ai assez de toi. Je possède toute l'entreprise, y compris ta maison. Tu as signé l'acte de donation sans même regarder. Oui, mon père avait raison à ton sujet, et je lui suis reconnaissante de son aide, sourit Léla. Je suis désolée pour votre Courtney. Je crois qu'elle connaîtra le même sort que moi. Maintenant, sortez. Cette maison est trop propre pour quelqu'un comme toi, et Mike partit en claquant bruyamment la porte. Léla ne peut plus retenir ses larmes et sanglote. Evelyn se précipita pour la réconforter. Ne sois pas triste, ma chérie. Tu es encore jeune, et nous recommencerons à vivre, si Dieu le veut. Tout s'arrangera pour toi, dit-elle en caressant la tête de Léla. Regarde comment Travis te regarde. Il ne peut pas te quitter des yeux, Léla avoue à la vieille dame. Je crois que c'est réciproque, vas-y et informe-le, sourit Evelyn alors qu'il se débattait avec ses émotions. Plus tard dans la soirée, les 2 amoureux, Léa et Travis, ont eu une conversation à cœur ouvert et ont décidé de se marier une fois le divorce de Léla prononcé. Ils n'ont pas eu à attendre longtemps pour cela. Monsieur Marshall a fait en sorte que Léla se sépare rapidement de son mari infidèle, plutôt que d'organiser un mariage somptueux. Le couple a opté pour une cérémonie simple au bureau de l'état civil, entouré de ses amis les plus proches et de sa famille. Léla, je ne te souhaite que du bonheur dans la vie, a déclaré Monsieur Marshall en embrassant la jeune femme, ton père approuverait ton choix. Travis est un homme digne. Merci,
a-t-elle répondu. Nous avons également décidé d'ouvrir un petit centre médical dans le village. Actuellement, il n'y a pas d'ambulancier ici, et les malades doivent se rendre en ville pour obtenir des services médicaux. De plus, nous voulons créer un bureau de médecine alternative, dont Evelyne sera responsable. Cependant, il semble que nous ayons besoin d'un permis spécial pour cela. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de toutes les formalités administratives, assure Monsieur Marshall. Utiliser les fonds de votre père est la meilleure chose à faire. Oui, je crois que papa serait d'accord, a déclaré Léla, alors que la construction du centre médical était en cours. Evelyne a transmis toute sa sagesse à Léla. La vieille dame lui a également légué un ancien livre de plantes médicinales, un héritage précieux qui avait été transmis de génération en génération dans la famille. Il s'agit d'un manuscrit volumineux, relié en cuir rouge, que Léla étudie assidûment sous la direction d'Evelyne. Rapidement, Léla devient experte dans la connaissance des herbes et de leurs propriétés médicinales, découvrant les véritables causes des maladies. La maison compte désormais 2 herboristes, Léla et Travis. C'est à ce moment-là que Léla comprend pourquoi elle n'a jamais terminé ses études à l'université. Sa véritable vocation est de soigner et de sauver les gens. Ses talents extraordinaires sont rapidement reconnus par la grand-mère de Travis, Evelyne, qui décède paisiblement 2 semaines avant l'ouverture du centre médical. Léla a été submergée par le chagrin, incapable de manger ou de boire pendant 3 jours, alors que l'on préparait les funérailles. La première nuit suivant les funérailles, Léla a rêvé d'Evelyne. « Ne pleure pas, ma petite fille, ce n'est que le début d'une nouvelle vie pour moi, et tu dois continuer mon travail. Prends soin de Travis et du miracle qui l'attend. Je suis avec toi, grand-mère. S'il te plaît, ne pars pas, s'écria Léla dans son sommeil. Elle fut réveillée par Travis, qui était rempli de peur. Après une nuit de sommeil réparateur, Léla a retrouvé sa force et sa détermination. Elle s'est sentie obligée de suivre les instructions d'Evelyne. Une semaine plus tard, le centre médical, qui porte le nom de sa grand-mère Evelyne, ouvre officiellement ses portes au public. Les gens viennent en masse chercher de l'aide et du soutien, en particulier dans le bureau de médecine non traditionnelle où Léla donne elle-même des consultations. Toutes les personnes qui ont fait appel à elle sont reparties satisfaites, grâce au soutien indéfectible de Travis dans tous les aspects de son travail. Cependant, une préoccupation constante tourmente Léla. Bien qu'elle suive fidèlement les conseils d'Evelyne, Léla n'arrive toujours pas à concevoir. Son corps semblait s'accrocher au passé, réticent à se débarrasser de la douleur et du ressentiment. Evelyne avait insisté sur la nécessité de se libérer de ses souvenirs pesants pour ouvrir la voie à la maternité. Malgré cela, le cœur de Léla se languissait toujours de Mike, et cela la peinait profondément. Un jour, alors que Léla s'habille, elle entend des voix à la fenêtre. Piquée par la curiosité, elle se rendit rapidement dans la cour. La fraîcheur de la nuit d'été l'accueille alors qu'elle rejoint la foule rassemblée des villageois. Ils se sont séparés, révélant une femme enceinte inconsciente allongée sur une civière improvisée. Son os s'était déjà rompu et sa voiture, garée sur le bord de la route de contournement boueuse, n'avait pas démarré. Je revenais de la ferme quand j'ai vu cette femme enceinte bloquée dans sa voiture, explique l'un des habitants. J'ai appelé à l'aide et ils ont fait venir l'ambulance. Cependant, en raison des routes boueuses après la pluie, il faudra 1h30 pour qu'elle arrive. Les voisins de Léla l'ont supplié de faire quelque chose pour sauver la vie de cette femme. Elle se penche pour évaluer la situation et se rend compte qu'il s'agit de Courtney, la maîtresse de Mike. Non, elle ne mourra pas, répond Léla avec conviction. Amenez-la à l'intérieur. Elle se tourna ensuite vers Travis et lui demanda de demander d'urgence l'aide du médecin de l'hôpital de son frère. Travis enfourche rapidement sa moto et traverse le champ pour aller chercher le médecin. Lorsque Courtney a été amenée au centre médical, elle a repris conscience et a croisé le regard de Léla. La peur et la culpabilité envahissent son visage baigné de larmes. « S'il vous plaît, pardonnez-moi », gémit Courtney dans la douleur. « J'ai de profonds remords devant vous. Dieu pardonnera et je t'ai déjà pardonné », l'a rassuré Léla. « Maintenant, concentrons-nous sur la sécurité de l'accouchement de vos enfants. Mais d'abord, dites-moi comment vous vous êtes retrouvés ici. »
Pourquoi errais-tu seule la nuit? Parce que je suis seule, répond Courtney. Mike a été emprisonné pour fraude fiscale et escroquerie. Je l'ai supplié d'arrêter d'être si avide, mais il n'a pas écouté. Ils lui ont tout saisi et nous ne nous sommes jamais mariés. Je me suis retrouvée sans rien. Leila a rassuré Courtney en lui disant que tout irait bien et que le médecin arriverait bientôt. Ce dernier n'a mis que 10 minutes à arriver, après que le centre médical ait été envahi par les cris des jumeaux, un garçon et une fille, qui venaient de naître. L'accouchement s'est déroulé sans problème, malgré quelques complications mineures. Malgré cela, Leila était remplie de joie en tenant les bébés dans ses bras et en versant des larmes de bonheur. En revanche, Courtney les regardait tranquillement, les lèvres serrées, comme si ce bonheur lui échappait. Le médecin a examiné Courtney et a confirmé que son corps était en bon état. Courtney a ensuite été transférée dans le service, tandis que les jumeaux ont été emmenés pour être nettoyés et enveloppés. Leila se tourna vers Courtney et lui demanda comment elle comptait les appeler. Courtney haussa les épaules et tourna le dos au mur, montrant ainsi son incertitude. Leila lui dit de se reposer et de dormir, fermant la porte derrière elle et laissant une bouteille de jus de grenade et un bol de porridge sur la table pour la jeune mère. Leila passa toute la nuit avec les bébés, essayant de ne pas déranger Courtney qui avait besoin de repos et de force avant de pouvoir commencer à nourrir les enfants. Lorsqu'elle ramena les jumeaux dans la chambre, Leila sursauta de surprise. Courtney avait laissé un petit mot indiquant qu'elle abandonnait les enfants et qu'ils étaient désormais sous la responsabilité de Leila. Courtney se sentait incapable de les élever seule, surtout sans Mike, et a souhaité à Leila de faire ses adieux, et c'est ainsi que Leila est devenue la mère d'Evelyn et de Jadon. Travis et elle décident de les adopter. 5 ans ont passé, et la petite Evelyn s'est approchée de Leila un jour, se demandant pourquoi toutes ses amies de la maternelle avaient des frères et sœurs plus jeunes qu'elle. Leila la réconforte et lui assure qu'elle aura elle aussi un petit frère ou une petite sœur. Evelyn a demandé avec joie comment cela allait se passer. Travis, encore un peu déconcerté, interrogea Leila, qui se contenta de rire et lui montra le test de grossesse positif qu'elle avait fait la veille.